Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique, et ce soir on va parler partie ambiance. Pour commencer, qu'est-ce qu'une partie ambiance ? Comme son nom l'indique, il s'agit d'une partie dont l'élément principal sera l'ambiance. L'histoire ne sera que secondaire. On peut un petit peu comparer ça à un film d'horreur. Le scénario et les personnages sont moins importants que l'atmosphère et les émotions qui s'en dégagent. Bien sûr, un scénario à ambiance n'a pas à être un scénario d'horreur. Vous pouvez très bien faire une partie à ambiance avec un scénario d'enquête, par exemple à la Agatha Christie. Les parties à ambiance sont connues pour être difficiles à maîtriser. En effet, on peut facilement rater son scénario si on l'a mal préparé ou si on a un joueur qui ne rentre pas dans le jeu. Et c'est le premier conseil que je vous donnerai. Choisissez avec soin vos joueurs. Tout le monde n'apprécie pas forcément un scénario à ambiance. Et malheureusement, un seul joueur qui n'est pas dans le jeu peut ruiner l'intégralité du scénario. De plus, je vous conseille vivement de vous limiter à 3 ou 4 joueurs maximum. Vous allez avoir besoin de suivre l'évolution mentale des différents protagonistes. Et je sais que pour ma part, il m'est impossible de suivre avec plus de joueurs. Une bonne partie ambiance nécessite plus de travail de préparation qu'un scénario classique. Et on va essayer de voir ensemble comment le préparer au mieux afin de réussir votre partie. Pour commencer, travaillez votre historique. Pour une partie classique, connaître le scénario peut largement suffire. Cependant, pour une partie à ambiance, il est important de comprendre le contexte. Il va donc falloir définir le cadre du jeu, le cadre du scénario et surtout le cadre historique dans lequel il se déroule. Mais prenons un exemple plus concret. L'Appel de Cthulhu est un peu une référence en termes de jeu d'ambiance. Déjà, le cadre du jeu. Vous jouez des gens lambda qui font face au surnaturel. Ce surnaturel étant représenté par des dieux anciens contre lesquels vos investigateurs n'ont aucune chance. Cela vous donne un premier niveau de lecture. Vos personnages vont être face à une menace indicible dans un combat perdu d'avance. Il va donc falloir retranscrire ce sentiment d'impuissance et de fatalité. Ensuite, on va s'intéresser au cadre historique. Si jamais votre jeu ne possède pas de cadre historique préétabli, je vous invite vivement soit à vous calquer sur un cadre existant, soit à en inventer un. Un Cthulhu classique se déroule dans l'Amérique des années 20. Nous sommes donc dans les années folles, ce qui est très à propos pour un Cthulhu. Sans vouloir vous faire un cours d'histoire, voici une partie des choses que l'on va devoir prendre en compte. L'histoire se déroulant juste après la Première Guerre mondiale, il y a de fortes chances que vous croisiez des gens qui ont fait cette guerre. Si vous voulez un aperçu de la mentalité entre les gens qui ont fait la guerre vis-à-vis de ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à regarder la série Peaky Blinders, qui retranscrit très bien cette dualité. Nous sommes également en pleine révolution industrielle. Le pays va bien et il y a du travail. En conséquence, il y a beaucoup d'immigration, principalement sur la côte ouest. Et cette immigration est très mal vue par les gens habitant là. Cela va créer un sentiment de paranoïa et d'insécurité vis-à-vis des habitants. La plupart des gens quittent la campagne et viennent s'installer en ville. Cela aura pour conséquence de créer un énorme contraste au niveau de l'éducation. Les femmes viennent de gagner le droit de vote, elles commencent à travailler, on a même un début de libération des mœurs. Vous allez donc croiser deux types de personnages féminins très différents. Vous aurez d'un côté les progressistes, qui sont pour la libération de la femme, et vous aurez également le discours opposé, avec les conservatrices. Bien que le jazz soit la musique populaire de cette époque, il est très difficile d'être noir dans les années 20. En effet, le racisme et la ségrégation sont omniprésentes. La prohibition a été mise en place. À cause de cela, on peut constater une hausse de la criminalité. Cela entraîne également un changement dans la façon dont les gens voient leurs loisirs. Le cinéma, par exemple, est devenu extrêmement populaire lors de cette période. Je pourrais continuer pendant encore des heures et des heures sur l'historique de l'Amérique des années 20. Mais cela n'est pas le but de cette vidéo. L'idée, bien sûr, était là de vous pointer du doigt tout le contexte historique et son importance. Car même si nous n'avons absolument pas parlé du scénario, vous avez déjà, je pense, une bonne idée du type de personnage que vous allez pouvoir croiser dans cet univers et des mentalités de ces différents protagonistes. D'ailleurs, parlons du scénario. Indépendamment des scènes, un scénario ambiance est généralement découpé en 4 grandes phases. Pour commencer, nous avons une phase de détente. Lors de cette phase, les joueurs vont faire connaissance les uns avec les autres, comprendre leur univers, commencer à tisser des liens et souvent plaisanter.
Je vous invite d'ailleurs à les laisser faire, cela ne fera que renforcer encore plus l'ambiance que vous allez mettre en place par la suite. Ensuite, va avoir lieu un élément perturbateur qui va déclencher une nouvelle phase. Ça va être la phase de mise en ambiance. Lors de cette phase, vous allez pouvoir lancer votre musique, gérer votre lumière, bref, mettre votre ambiance. Je vous conseille également de baisser le niveau de votre voix afin de recentraliser l'attention de vos joueurs sur vous. Il est important qu'à partir de ce moment charnière, les joueurs prennent en compte que tout ce que vous allez dire est important et a de la valeur. Arrive ensuite la phase de réflexion. Ça va être la phase la plus longue de votre partie. Lors de cette phase, il va falloir maîtriser d'une façon un petit peu différente. Déjà, il va falloir être très précis et donner le plus de détails et de descriptions possible afin de renforcer le sentiment que tout est important. C'est d'ailleurs lors de cette phase que vous allez donner la majorité des indices qui vont leur permettre de résoudre leur situation. Pensez également à vous mettre un petit peu en retrait afin que les joueurs aient le loisir de discuter entre eux et de faire le plus de roleplay possible. Il est important de leur laisser le temps et le loisir d'imaginer eux-mêmes la menace, car celle-ci est souvent bien pire dans leur tête que celle qui est vraiment face à eux. Idéalement, lors de cette phase, ne faites faire aucun jet de dés, car cela va ruiner fortement l'immersion. Cette phase sera également ponctuée des différents événements qui vont arriver dans votre scénario. Servez-vous-en à bon escient. Vous pouvez les utiliser pour recadrer vos joueurs de façon RP. L'important bien sûr sera de maintenir l'attention tout au long de la phase. Finalement, nous avons une phase de menace. Ça va être la phase finale de notre scénario, celle où tout va se résoudre, en bien ou en mal. Généralement, elle commence par un nouvel élément perturbateur. Celui-ci va poser un ultimatum aux joueurs, les obligeant à agir vite et sous la pression. Afin de rendre au mieux cet effet, donnez des descriptions très brèves et soyez très concis dans votre narration. Ne donnez qu'un temps limité aux joueurs pour faire leurs actions. N'hésitez pas d'ailleurs à représenter physiquement le temps qui leur est imparti, que ce soit avec un sablier, une montre, une bougie, que sais-je. Il faut vraiment jouer la cassure avec la phase de réflexion. Le but là est de créer vraiment la tension finale dramatique pour la conclusion de votre scénario. Maintenant qu'on a vu comment penser notre scénario, on va se pencher sur tous les à côté, ce qui va faire le sel de la partie. Afin de renforcer l'immersion, pensez à tout ce que vous pouvez amener en termes d'ambiance. Que ce soit de la musique, de la lumière, une bande son, nombre de choses peuvent vous aider, alors ne vous en privez pas. Si vous avez besoin d'idées, je vous invite à regarder l'atelier jeu de rôle sur les outils de jeu, dont je vous mets le lien dans la description. Ensuite, réfléchissez à vos personnages. Pour chaque PNJ, établissez sa mentalité, son rôle dans l'histoire, comment vous souhaiteriez que les joueurs le perçoivent. Le but étant bien sûr de ne pas avoir à l'improviser le moment venu. Si vous avez beaucoup de PNJ, n'hésitez pas à en faire certains avec une personnalité un peu en retrait, voire effacée. Cela va sans aucun doute intriguer vos joueurs et en feront des coupables tout désignés. Au niveau des joueurs, je vous conseille vivement de faire des pré-tirés. Vous allez ainsi pouvoir établir les traits de caractère et la mentalité des différents personnages, vous évitant ainsi un barbare sanguinaire qui massacre tous vos PNJ dès la première scène. Vous allez également pouvoir donner un background personnel à chaque personnage, leur donnant ainsi de la matière pour les phases de roleplay, pouvant même créer une histoire dans l'histoire, si les derniers cherchent à s'intéresser aux histoires personnelles des autres joueurs. Finalement, dernier conseil, tâchez de vous limiter à des scénarios que vous pourrez faire en une seule séance. Malheureusement, il est très difficile de rétablir une ambiance d'une séance à une autre. On va à présent voir ce qu'en pense notre panel d'experts, et on se retrouve tout de suite avec les membres du Club Calliope. Alors, du coup, en tant que panel d'experts, on va poser quelques questions. Pour commencer, je vais vous demander quels outils utilisez-vous ou avez-vous utilisé spécifiquement pour vos parties ambiance. Je sais que pour ma part, par exemple, il y a quelque chose que j'aime beaucoup utiliser sur mes parties ambiance, c'est ma boîte à dés. Donc en fait, je fais faire mes jets de dés à mes joueurs dans une boîte, ce qui fait qu'ils ne voient pas le résultat, et donc ils n'auront que la description que je vais leur en donner pour comprendre ce qui s'est passé.
Du coup, même question, quels outils utilisez-vous ou avez-vous utilisé spécifiquement pour vos parties ambiance? Et je vais poser la question à Monsieur Zach. Moi, euh, quels outils j'utilise pour la mise en ambiance? Assez peu en général, je crois. Euh, J'utilise un petit peu de musique quand je le peux. Je joue beaucoup sur la lumière. J'aime bien jouer sur la lumière quand c'est possible, quand j'ai un lieu qui me le permet de le faire. Mais ouais, c'est ça. Et sur l'intonation, enfin non, ça c'est autre chose. Non, en outil, je suis assez léger pour ma part. Même question pour Monsieur Damien Leroy. Euh, Personnellement, j'ai jamais maîtrisé moi-même une partie en ambiance. Mais de ce que j'ai vu sur les parties auxquelles j'ai joué, il y avait l'utilisation de la musique, de la lumière, notamment avec des bougies. On a parlé de la lumière. Voilà. Là, j'ai rien d'autre qui me revienne en tête. Suivant. Monsieur Hugues. Alors moi aussi, comme Damien, je n'ai pas vraiment joué de partie en tant que MJ, plus en tant que spectateur ou joueur. C'était souvent avec l'effet de la lumière, juste les volets d'habitude, ou encore de la musique. C'est vrai que ça me rappelle une bonne anecdote avec des volets qui ont claqué à l'extérieur de chez moi et des gens qui ont sursauté en pensant que ça faisait partie du jeu. Et quelqu'un dans le fond qui rigole parce qu'il sait très bien de quoi je parle. Mademoiselle Nam, votre avis sur la question? La question, elle va jusqu'où en fait? Dans les outils. De la majuscule jusqu'au point. Ouais, un peu comme tout le monde, de la musique, une bande son, une bande sonore et un éclairage adapté. Généralement, c'est ce que je fais. Voilà. Monsieur Filou? Je trouve la question difficile parce que je pense pas vraiment mes parties en termes de partie ambiance ou partie enquête. Enfin, pour moi, ça fait partie d'un tout. Mais je dirais, mais je sais pas si ça rentre vraiment dans le cadre de la question, mais j'utilise assez peu d'outils extérieurs à la partie, de la musique ou quelque chose comme ça, mais je vais plutôt essayer. L'ambiance, ça implique une immersion des joueurs et donc dans la manière de faire la narration, d'essayer de toucher les joueurs et de les impliquer émotionnellement ou sensoriellement. Par exemple, mais ça ce sont des conseils qui sont assez généraux, mais de ne pas donner l'information brute de ce qui se passe aux joueurs, mais de lui révéler ce qu'il ressent, enfin ce que le personnage ressent, et de lui faire, de faire en sorte que le joueur euh, fasse la même démarche que le personnage et comprenne de lui-même à partir de ses sensations le monde qui l'entoure. Voilà. Monsieur Pierre. Alors, moi de mon côté, c'est une soundbox dans laquelle il y a tout un tas de petits sons, petites musiques, etc. Qui peuvent me servir soit à avoir justement une musique de fond, soit carrément avoir des bruitages à des moments précis afin de signifier dans la partie l'existence de quelque chose. Parfois, ça peut passer à l'as pour certains joueurs, et à force de le répéter de manière plus ou moins régulière, ils se disent: «Mais j'ai entendu ça à un moment. Est-ce qu'il y a une logique à quand est-ce qu'on l'entend? Est-ce que ça veut dire qu'on est suivi?» et cetera et cetera. Et selon les scénarios, quand c'est utilisable, des aides de jeu, qui soient un petit peu plus, «réalistes» entre guillemets. Par exemple, quand ce sont par exemple les joueurs tombent, sur un journal avec des informations,
ça sera pas un bout de papier avec juste le texte écrit dessus. J'essaie de trouver, des journaux ou des fausses mises en page de journaux afin de pouvoir, leur donner ou carrément un objet physique. Bien Ouais, sûr. et ouais, non. Vas-y, Non, non, rebondis, vas-y, vas-y. rebondis. Ouais, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Pierre. Effectivement, ça me revient en mémoire parce que j'étais un peu pris de court sur la par la question. Mais, ouais, effectivement, quelques éléments clés du scénario, j'utilise pas mal. Des manuscrits, quelque chose qui soit, j'essaie de pas trop en faire, mais quand c'est un élément clé du scénario, je le concrétise par un article de journal. Effectivement, enfin, l'exemple est probant, quoi. Une lettre manuscrite ou ce genre de choses. Ça fait partie aussi des outils que j'utilise, que les joueurs aient la chose en main, ça les immerge un petit peu plus dans l'ambiance qu'on souhaite avoir. Et une nappe aussi, je fais vite une aparté. La nappe, quoi que ce soit qui puisse recouvrir la table et qui fasse que ce soit, nappe noire en général fait bien le taf. C'est tout bête, mais ça marche plutôt pas mal. Ou une nappe Star Trek pour les parties de Star Trek. Par exemple, ouais. La nappe appropriée, mais c'est tout simple, mais ça marche. Monsieur Rock, avez-vous un avis sur la question? Alors de mon côté, j'avoue n'avoir pas beaucoup maîtrisé de parties en ambiance, Ça marche aussi pour les parties auxquelles tu as joué. ou alors aux parties auxquelles j'ai joué, c'est plus, c'est vrai, ça a été déjà cité comme la lumière, comme le son, les nappes, tout ça, l'intonation de la voix, le fait de ne pas beaucoup jeter de dés, ou pas du tout. Et ça permet de rester dans l'immersion, quelle que soit l'ambiance de la partie. Finalement, Monsieur Thomas R, Oui, du coup, moi, j'ai pas maîtrisé beaucoup de parties ambiance. J'avais maîtrisé une scène ambiance et du coup, pour celle-ci, j'avais utilisé l'intonation de la voix, des bruitages et enfin voilà quoi, l'implication des joueurs, etc. Pas grand-chose de neuf, quoi. moi, dans une autre chose qui me revient sur les parties ambiance, jouer avec la nourriture. Parce que sur une partie Agatha Christie, je me souviens avoir sorti le Porto, le moment où le Porto s'est servi à table. Et des petites choses comme ça. Pour sortir le thé pour le tea time. En fait, ça marche bien quand on est en Angleterre, ce genre de choses. Pourtant, tu nous avais pas servi de la soupe à la menthe. Ah ouais, non mais quand même, faut que vous soyez en état de jouer après. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je sais que sur une des parties ambiance, justement, j'avais interdit les snacks et les boissons dans la table parce que ça correspondait pas au pitch et à l'ambiance du scénario. Et en fait, je n'autorisais les pauses goûter ou les pauses boire que pendant les pauses de la partie. Pour plus d'immersion encore et que les joueurs soient presque un petit peu déstabilisés parce que c'est vrai que Rollis il a toujours tendance à grignoter pendant une partie et en fait pour déstabiliser le joueur et vraiment le plonger dans l'immersion, j'avais interdit aux joueurs de la table de manger pendant la partie. Super sympa. Enfin, pas Euh, vraiment, mais J'ai participé à la partie et ça fonctionne très bien. Donc c'est un bon tips de contrôler ou de contrecarrer les habitudes des joueurs pour les déstabiliser. Si c'est une ambiance qu'on veut rendre, ça fonctionne vraiment très bien. ok. Question suivante. Sur quoi vous concentrez-vous en particulier sur une partie à ambiance? Donc je peux aussi bien côté joueur que côté MJ. Je sais que de mon côté, j'essaye d'accentuer toutes les descriptions justement en faisant appel au sens et pas se concentrer juste sur ce qu'on entend ou ce qu'on voit, mais essayer de se pencher un peu plus sur le ressenti, le froid, enfin tout ce qui va être le toucher, les odeurs, les goûts, bref, toutes ces choses qu'on délaisse un petit peu généralement. Donc c'est quelque chose au moins qui me vient dès le début sur cette question. Donc sur quoi vous concentrez-vous en particulier sur une partie ambiance? Et on va poser la question à Monsieur Leroy. Alors moi, du coup, comme je l'ai dit, c'est pas trop la maîtrise, mais en tant que joueur. Alors je me concentre sur être attentif aux descriptions du MJ.
et globalement à tous les dialogues qu'il va y avoir, autant avec le MJ qu'avec les autres joueurs qui va être dans le roleplay. De toute façon, je pense que il y a quand même toujours le détail est important dans une partie en ambiance. Il faut. Monsieur Hugues. Alors moi d'habitude, c'est même dans les autres parties haute qu'ambiance, je me demande déjà qu'est-ce que je fais ici. J'essaie de réfléchir et penser au personnage. Mais j'écoute toujours le MJ. J'ai pas vraiment de mal sur ce point-là vu que j'ai l'habitude de toujours impliqué à fond dans les parties. Enfin dans la tête, ça se voit peut-être pas. Ok. Mademoiselle Nam, une question. Ça va peut-être rejoindre ce que a dit Philou tout à l'heure. Dans ma narration en tant que maître de jeu, je vais souvent plus insister sur le ressenti du personnage, enfin des personnages de la table, quitte même des fois à peut-être accentuer, à établir une différence de ressenti entre l'un et enfin un et un autre personnage. Genre, je sais pas, je peux très bien dire, oui, ceci tu le trouves dégoûtant, écœurant, et à l'autre je vais plutôt lui dirais, ça te paraît étrange, curieux, mais pas repoussant. Enfin, vraiment accentué. Et je vais essayer au maximum de différencier les sensations entre chaque personnage au moment de ma description. Ça, c'est en tant que maître de jeu. En tant que joueur, je vais peut-être du coup essayer plus, d'arrêter de penser comme une joueuse, enfin, parce qu'on peut pas s'en empêcher, enfin, avec toute la bonne volonté du monde. En tout cas, ce qui me concerne, je peux pas m'empêcher, d'impliquer ma propre personnalité de joueuse dans mes personnages, et peut-être du coup dans les scénarios qui sont annoncés ambiance, je vais peut-être essayer de faire un effort supplémentaire pour, effacer ma personnalité, et peut-être même des fois faire des choix de jeu, qui sont le contraire de ce que moi en tant que joueuse, j'aurais fait, enfin, quitte à ce que ce soit, contraire à mes valeurs et à mes principes, histoire de renforcer l'immersion. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais On va poser la question à Monsieur Philou. Est-ce que c'était clair? Et sur quoi vous concentrez-vous en particulier sur une partie en ambiance? C'était clair. Et en ce qui me concerne, ben, ça va être assez complémentaire de ce que j'ai dit tantôt, mais ce qui me paraît important, et plus l'ambiance de la partie est importante, plus l'aspect dont je vais parler me paraît important, c'est vraiment l'aspect émotionnel. Donc en tant que MJ, essayer vraiment de, de donner de créer des réactions émotionnelles chez les personnages et quand c'est possible chez les joueurs, dans la mesure où ça crée pas un véritable inconfort, mais voilà, essayer de toucher les joueurs. Et lorsque je suis un PJ et que je suis dans une partie où l'ambiance est importante, réfléchir vraiment en termes que le personnage est un être émotionnel qui a des passions, et que c'est pas simplement un stratège qui chasse l'XP. Et voilà, de vraiment réfléchir à quelles sont les émotions et quelles sont les passions que vit le personnage, et comment est-ce que cela peut se traduire. Voilà. Ok. Du coup, Monsieur Pierre, même question. Alors moi, à titre personnel, je sais que c'est un défaut que j'ai. Je ne décris pas suffisamment les environnements de mes scènes. Donc en général, quand je fais des scénarios ambiance, quand je vais avoir des scènes importantes, je vais tenter au maximum de rajouter des petits détails, des choses importantes.
je vais pas hésiter éventuellement à tourner autour de la table, à aller, murmurer, à l'oreille de certains joueurs, certaines choses qu'ils remarquent en particulier. Heu, Pas obligatoirement, de manière totalement inaudible pour les autres, mais, aller glisser quelques mots à certaines oreilles une fois de temps en temps, durant les parties, ça peut rajouter à l'ambiance. Mmh. Je prolonge en fait la question, précédente, je réponds aussi à celle-là, parce que j'avais oublié cet élément-là. D'ailleurs, dans le même état d'esprit, je sais que moi, sur mes parties ambiance, je fais souvent des plans précis de mes salles, de façon à ne rien oublier de ce que les joueurs vont voir. Et du coup, j'ai juste à regarder mon plan quand ils arrivent sur la scène pour me rappeler de tous les différents trucs. Même question pour Monsieur Rock. Alors moi de mon côté, il faut prendre les 2 parties, que ce soit du joueur ou du maître du jeu. Donc, en tant que joueur, c'est vrai que s'il y a une bonne table autour de toi, que ce soit au maître du jeu ou alors les autres joueurs, c'est nettement plus facile de se mettre dans l'ambiance. Mais après, de mon côté, on va dire, ça va tout seul. C'est une fois que je suis vraiment dans l'ambiance au bout de 10 minutes, j'y reste et il y a pas de faut réfléchir comme son personnage, ça vient tout seul. Une fois que tu es dedans, tu es dedans. En tant que maître de jeu, c'est différent parce que tu dois instaurer justement le décor, tu dois instaurer, ce que les gens pensent plutôt ce qu'ils voient, bah, tout ce qui a été déjà dit et le travail et le ressenti n'est pas le même des 2 côtés. Monsieur Thomas, même question. Eh ben, je rejoindrai donc Nam et Philou sur ce point. Vraiment le côté, se concentrer sur le côté émotionnel, le côté, vraiment le fait d'incarner un personnage. Bon là, je parle plus du côté joueur vu que j'ai pas maîtrisé des masses de parties à ambiance, mais je me concentre beaucoup justement sur le roleplay, essayer de ressentir ce que ressentirait le personnage avec son vécu, avec son histoire, dans la scène qui m'est décrite. Et essayer de rester le plus roleplay possible. Ok. Si je peux rajouter un petit truc par rapport à ce qu'a dit Pierre qui intervenait dire en susurrant aux oreilles des joueurs. J'ai eu une expérience et j'ai trouvé que ça marchait super bien comme ça avec un maître de jeu qui, à certains moments, quand il voulait renforcer sa description et il venait susurrer à l'oreille du joueur et de temps en temps il alternait ces moments de calme où il était tout avec la voix très basse, presque envoûtante, et avec des grands bruits, il tapait sur la table et il faisait des grands cris. Je sais pas s'il y en a qui étaient présents, mais ça se passait au Téléthon 2019, ouais 2019, mais celui de janvier 2019, donc pas le dernier qu'on a fait, mais celui d'avant, où au final notre table était très très bruyante, non pas à cause des joueurs, mais à cause du maître de jeu qui alternait ses phases de calme et ses phases de cris et de bruit, De non calme. histoire de renforcer l'ambiance. Et je trouvais que ça fonctionnait particulièrement bien. J'ai jamais été capable de le faire, je pense pas je le suis, mais il avait été absolument magistral à ce niveau-là. C'était sur Nautilus? On était sur Colonial Gothic. Oui, 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 Ouais. pardon. Même C'était MJ. cette C'est auteur. pas faux, c'est pas faux. Christophe Barne. MJ. Très très bon MJ. Et Colonial Gothic, très très bon jeu. Peut-être bientôt en critique, mais peut-être pas. Ça dépendra de notre prochain intervenant, Monsieur Zach. Ouais, si c'est pas une transition super smooth, ça. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, c'est Donc, même question, sur quoi te concentres-tu en particulier sur une partie ambiance, que ce soit en tant que maître de jeu ou en tant que joueur?
En tant que joueur, c'est plutôt. Je me concentre surtout sur le roleplay et essayer de coller à l'ambiance. Euh, et ouais, essayer de bien euh, enchaîner et de suivre ce que le MJ veut décrire, donc de coller à l'ambiance du scénario. Ça peut être très différent, ça peut être par moments, ça peut être des ambiances plus feutrées, plus théâtrales, enfin plus sombres, on va dire. Et par moments, ça peut être aussi d'autres types d'ambiances comme très énergiques, très orientées sur l'action, sur le dramatique et etc. Donc j'essaie de coller à chaque fois à peu près à ça et de faire attention à l'interprétation de mon personnage. Donc par rapport au background qu'il a et cetera, essayer de coller à ça. Si la partie est complètement immersive, j'avoue que j'ai tendance finalement à oublier tout ça et à retraiter tout ça au grand galop. Enfin, le naturel revient au grand galop. Donc, si la partie est complètement immersive, ouais, je suis complètement dedans et mon naturel ressort du coup. Par contre, en tant que MJ, je fais plutôt attention à ma diction et au rythme de la partie, à gérer le rythme. Intercaler les phases de scène et ainsi de suite, donner des rythmes très différents selon les scènes. Voilà, le rythme, l'addiction, la façon dont je vais me comporter avec mes joueurs, mon interprétation corporelle aussi, et puis l'intonation de ma voix. Capitaine. On a perdu le président. Rendez-nous notre président. Je prends sa place. Non. Donc avant le prochain coup d'état, on va passer à la dernière question et on laissera Zach finir sa tirade. Du coup, d'ailleurs, qui ne sera pas notre dernière question. Qu'est-ce qui rend une partie à ambiance mémorable selon vous? Et on va commencer à poser la question à Monsieur Hugues. Ah, c'est parce que j'ai voulu faire un coup d'état, c'est ça? Exactement. Alors moi, ce que je me souviens surtout des parties qui m'ont le plus marqué dans ce style-là, c'était déjà surtout le scénario, qui pour moi, il n'y avait pas de truc incohérent, du coup j'ai pas pu m'égarer dans mes questions. Après, la musique qui était bien adaptée. Et aussi la table et les joueurs qui entourent, qui étaient eux aussi dans la partie et dans l'ambiance. Ok. Même question pour Mademoiselle Nam. Moi, je dirais en fait ce qui rend une partie mémorable, peu importe le genre d'ambiance qu'on a, c'est clairement le contrat social qu'il y a, enfin qui est fait en début de partie, entre les joueurs et avec le MJ. Faut que tout le monde soit d'accord sur le principe de OK les gars, on est sur un jeu ambiance et que si jamais il y en a un joueur qui je sais pas, pour une raison d'humeur, n'est pas dans le mood de faire de l'ambiance, avec toute la bonne volonté du reste de la table, avec toutes les ambiances possibles, ça ne marchera pas. Enfin, s'il y en a qu'un seul. Donc je pense que ce qui fait une partie mémorable, c'est le postulat de base et le contrat social que signent les joueurs et le maître de jeu au moment où ils s'installent à la table. Très bien. Monsieur Filou, même question. Ce qui rend une partie en général mémorable et en particulier quand c'est lié à l'ambiance, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, cet aspect émotionnel lorsque moi en tant que joueur, j'ai une sorte de connexion avec le personnage qui fait que je ressens sa joie ou sa peine, voilà,
je ressens ce qui lui arrive et que voilà, je me sens vraiment immergé dans l'ambiance. Ça peut aussi se traduire par des moments qui sont, par exemple, des moments de roleplay, des décisions qui sont entre guillemets inutiles, c'est-à-dire qui ne sont pas des décisions qui servent le scénario, a priori, mais qui sont des moments de grâce où les joueurs ont une complicité entre eux, ont une complicité avec leur personnage et décident et sont agissent poussés par cette émotion et par cette complicité et décident de rajouter, d'exploiter une profondeur de leur personnage qui n'était pas forcément utile pour la bonne marche de l'histoire, purement et simplement. Très bien. Encore une fois, plein de sagesse. Monsieur Pierre, même question. Déjà, premièrement, le scénario. Tous les scénarios, je pense, ne se prêtent pas à une ambiance, Ça, c'est clair. quelle qu'elle soit. Deuxièmement, l'implication du maître du jeu dans son scénario. Au même titre que le fait qu'un scénario soit plus ou moins disposé, il faut que le maître du jeu arrive à faire vivre l'histoire peut-être plus qu'avec un scénario pas à ambiance, entre guillemets. Je sais pas si j'emploie les bons termes. Et troisièmement, comme le disait si bien Nam tout à l'heure, le contrat social entre les joueurs, le maître du jeu et le scénario. Monsieur Rock. Alors déjà, moi de mon côté, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Pierre. Pour moi, n'importe quel scénario peut être joué en ambiance du moment que les joueurs et le maître de jeu en ont la volonté. Que ce soit un jeu tout basique comme un Donjon et Dragon, Porte-Monstre Trésor ou n'importe quel autre jeu, ça peut être mis en ambiance. Quelle ambiance, ça dépend, que ce soit une ambiance un peu plus chaleureuse, n'importe laquelle, mais ça peut être mis. Comme a dit Sam tout à l'heure, le fait du contrat social, il faut que tout le monde soit dans le mood, ainsi que le maître du jeu. Pareil, quelque chose qui casse un scénario ambiance, mais la moindre erreur, en fait, détruit un scénario, c'est principalement, comment dire, les cassures. Que ce soit un jet de dés, que ce soit, on va dire un hors-play, on va dire quelqu'un qui va sortir de son personnage. N'importe quelle chose qui va pouvoir, en fait, sortir de l'immersion à un moment non voulu, ça va détruire la partie. Voilà. Même question pour Monsieur Thomas. Je suis un petit peu d'accord avec Rock sur ce point-là, sur le fait que pour moi, c'est pas le scénario qui va définir une ambiance, c'est vraiment ce qui va se passer, l'alchimie qui va se passer entre les joueurs et le maître de jeu. Et du coup, je pense qu'on a tous connu un petit peu ce genre de partie, qui est pas forcément voulu comme étant une partie à ambiance, mais où tout le monde restait roleplay même pendant les temps de pause. Même pour les personnes qui allaient fumer des clopes dehors, voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être accentué par une volonté particulière, mais c'est quelque chose qui se produit et qui ne se produit pas. Du coup, moi, pour ma part, je vais être pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que je pense qu'une partie ambiance se maîtrise pas de la même façon qu'une partie classique. Donc on peut pas adapter tout et n'importe quel scénario sur une partie ambiance. Par exemple, on peut pas faire une partie bac à sable, parce que ça aurait pas vraiment de sens, parce qu'on va pas pouvoir préparer de la façon dont on attend de le faire. Voilà. Après, pour rester sur la question de qu'est-ce qui rend une partie ambiance mémorable, je dirais déjà quand j'arrive à avoir des réactions spontanées, donc un petit peu comme a pu le signaler Filou, quand on va avoir des joueurs qui vont faire des choses qui n'ont pas forcément de logique, qui ne vont pas faire avancer l'histoire, mais
qui vont avoir, qui ont des lieux d'être pour leur personnage. Ça, c'est toujours un petit truc sympa. Et là, pour moi, c'est une grande victoire en niveau partie ambiance. C'est une fois que la partie est finie, que les joueurs essayent toujours de résoudre la partie et de comprendre ce qui se passe ensuite. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément sur un autre type de partie. Et on arrive sur notre dernière question pour ce soir. Zach n'a peut-être pas répondu. Zach me signale qu'il n'a plus de moyens de communiquer. Ni Damien. Moi non plus. Oh, Damien, on t'entend. Mince. Donc on finira sur la dernière question pour ce soir. Quel Mon conseil donneriez-vous à un maître de jeu qui veut maîtriser une partie ambiance? Donc c'est le moment où vous pouvez vous lâcher un petit peu et dire tout ce qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant. Et histoire d'être sûr que la question a été bien comprise, on va commencer par Mademoiselle Nam. Un conseil. Les conseils. Non, c'est quel conseil donneriez-vous à un MJ qui veut maîtriser une partie ambiance? Donc c'est vraiment... Bref, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit et que tu penses qu'il devrait être dit? Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit? Je vais dire un truc qui a déjà été dit. Tu as dit dans la masterclass, à savoir choisir sa table. En l'occurrence là, au club, on se connaît tous plus ou moins et je pense qu'on sait tous plus ou moins quel genre on affectionne et donc du coup si on veut une ambiance réussie, on va plutôt s'orienter, une ambiance réussie noire, on va plutôt s'orienter sur tel type de joueur et si on veut une ambiance réussie, plutôt fun, festive, joyeuse, on va plutôt s'orienter sur un autre type de joueur. Et déjà ça, bien préparer son scénario en tant que maître de jeu, je pense que c'est important. Ne pas y aller en mode YOLO, main dans les poches, j'ai 3 tirés sur ma feuille et ça fera le scénario. Je pense que ça marche pas. Et puis voilà, c'est tout ce que je donne comme conseil. Ce fut fort passionné. Monsieur Philou, votre avis final sur la question? Je dirais qu'il faut faire attention à l'équilibre. Il faut pas trop en faire. Je disais tout à l'heure que ce qui paraît important dans une partie ambiance, c'est de réussir à impliquer émotionnellement le personnage, mais surtout d'impliquer émotionnellement le joueur. Il faut que ça soit fait subtilement et il faut que ce soit incitatif. Il faut faire rentrer le joueur dans l'ambiance. Il ne faut pas le décréter, il ne faut pas le lui ordonner. Il faut le mettre dans une condition qui le fasse rentrer dans l'ambiance. Et le risque qu'il y a, c'est de vouloir trop en faire. Alors, je vais prendre un exemple, c'est quelque chose qui a été cité, mais par exemple, au niveau de l'ambiance tamisée, au niveau des lumières, moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter. Moi, en tant que joueur, c'est quelque chose qui m'angoisse, et c'est pas de la bonne angoisse, c'est pas de l'angoisse que je peux utiliser dans du roleplay. C'est quelque chose qui me sort de la partie parce que je me sens voilà. Donc, il faut faire attention que l'émotion que l'on souhaite instiller, il faut pas que ce soit trop brutal et il faut pas que ça passe un cap où le joueur se sent bloqué ou se sent vraiment dans un gros inconfort. Et lorsqu'on souhaite maîtriser une partie ambiance, par exemple, je suis d'accord sur le contrat social et sur le fait de préétablir certaines règles, mais on ne peut pas attendre des joueurs qu'ils se mettent dans l'ambiance parce qu'on a décidé qu'ils devaient le faire. C'est quelque chose qu'on essaie d'inciter et ça peut ne pas marcher. Je suis d'accord avec toi, mais même avec toute la bonne volonté du monde, en fait, si dans le contrat social, tu as quelqu'un qui n'adhère pas au contrat de la partie, tu auras beau mettre toute la bonne volonté du monde, et ben il sera pas dedans, il sera pas dedans.
Alors, en fait, ce que tu dis, l'inverse est aussi vrai. Enfin, et du coup, je pense que ça marche dans les deux sens, quoi. Oui, je suis d'accord. Effectivement, faut partir sur un contrat social avec un joueur qui soit de bonne volonté, qui soit d'accord avec ça. Mais le fait que le joueur soit de bonne volonté ne suffit pas à le faire se plonger dans l'ambiance. C'est ça que Tout à fait. Oui, je bien voulais sûr. dire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Du coup, Monsieur Pierre, même question. Pas grand chose à dire de plus que tout ce qui a été dit dans cette vidéo, j'avoue. Mais je pense que le choix des joueurs et pour le redire encore une fois, parce que voilà, le contrat social et le choix des joueurs sont 2 choses pour maîtriser une bonne partie ambiance. C'est peut-être même les points les plus importants avant, avant toutes les musiques, toutes les ambiances de lumière et cetera. C'est ça. Monsieur Rock, votre avis sur la question? Alors de mon côté, pour pouvoir, si je devais donner un conseil à un MJ qui se lançait dans un scénario ambiance, c'est de rester calme, de rester posé, de pouvoir réussir à, bien maîtriser sa table et son univers. Parce que un scénario ambiance, ça passe d'abord par le MJ. Si le MJ est dans un mauvais mood, s'il n'arrive pas à se mettre en en jeu, s'il n'arrive pas à justement à rester calme, ça se sentira tout de suite. Et c'est ce qui peut briser, quelque chose en un instant ou même ne jamais pouvoir rentrer dans l'ambiance. Monsieur Thomas, même question. Bah, pas grand chose de neuf à rajouter. Bah oui, du coup, je vais rejoindre un petit peu tout le monde sur donc déjà bien préparer son scénario, bien prévenir ses joueurs aussi, du fait que ça va être une partie ambiance, sélectionner ses joueurs. Parce que une ambiance particulière ne peut pas correspondre à n'importe qui. Et puis, après, effectivement, le reste, c'est du plus pour aider à créer l'ambiance que l'on veut faire ressentir aux joueurs. Pour ma part, même constat, hein, vraiment, ne lancez pas une partie ambiance les mains dans les poches. Faites vraiment ce niveau de préparation supplémentaire qui est nécessaire pour améliorer la partie. Autre chose qui m'est arrivé et qui peut servir, si dès le début la partie est trop dissipée pour différentes raisons, n'hésitez pas à faire une pause. Faites une grosse bonne pause, histoire de recadrer tout le monde. Profitez-en pour dire voilà, là on rentre dans une phase qui est plus posée, plus machin, donc essayez de vous concentrer, etc. Ça peut permettre de faire partir un peu toute la mauvaise tension qu'on pourrait avoir. On enchaîne sur l'avis de Monsieur Damien. Alors, comme ça a été dit souvent, bien préparé, essayer d'avoir des liens émotionnels entre les personnages joueurs et les personnages non joueurs, les situations. Et plein d'autres très bonnes choses qui ont été dites par les autres. Voilà. Et ben du coup, ça sera Monsieur Hugues qui aura le mot de la fin. Oula. Et ben, pour moi, comme la même chose que les autres surtout, mais je rajouterais que mieux vaut improviser et vite et oublier de regarder des règles plutôt que de les chercher et justement de couper le rythme. C'est un bon conseil. C'est même un très bon conseil. Du coup, je vous laisse là pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Normalement, demain dans la journée, vous aurez une vidéo sur les commentaires du réalisateur sur la partie de Deadlands qui a été postée la semaine dernière.
Je vous dis à la semaine prochaine pour une review sur Paranoia. D'ici là, tout de suite. Au revoir.